l'Ukraine est le foyer du premier État slave oriental, fondé par des Scandinaves, la Rousse, de Kiev, appelée aussi dans les écrits occidentaux Ruthénie, qui durant les Xe et XIe siècles est l'État, après l'Empire byzantin, le plus vaste et le plus puissant d'Europe. Au IXe siècle, Kiev est prise au Khazars par les Varegs d'Olé le sage de Novgorod. Située sur des routes marchandes lucratives, Kiev devient rapidement le centre d'un puissant État slave, appelé Rus ou Ruthénie. Selon la tradition, en 988 eut lieu, sous le règne de Vladimir le Beau Soleil, le baptême de ce que seront les peuples russes, ukrainiens et biélorusses. Sous le règne de Yaroslav le Sage, le prestige de l'État kievin atteint son apogée, il s'étend alors de la mer Baltique à la mer Noire et du confluent de l'Oka avec la Volga jusqu'aux Carpates septentrionales. Yaroslav est un grand bâtisseur et un grand législateur, c'est lui qui fait construire la célèbre cathédrale Sainte-Sophie à Kiev. Le droit, l'éducation, l'architecture et l'art kievin connaissent un renouveau impressionnant sous son règne. En 1051, il marie sa fille Anne de Kiev au roi Henri Ier de France. Cependant, au XIIe siècle, des conflits éclatent entre différents seigneurs locaux. Ces conflits mènent l'État kievin au déclin, fractionné en plusieurs principautés rivales. Kiev est saccagé par la principauté de Vladimir durant la lutte pour le pouvoir entre les princes, et plus tard par les Coumans et les Tatars mongols au XIIe et XIIIe siècle. Ces derniers finissent par imposer leur souveraineté dans toutes les principautés ruthénes. La cruauté de l'autorité mongole, notamment en matière pénale, pousse les populations autochtones à fuir vers d'autres pays comme la Pologne, la Hongrie ou la Moldavie. Durant le XIVe siècle, les Polonais et les Lituaniens combattirent les Mongols, et finalement, toute l'Ukraine du Nord-Ouest passa sous l'autorité de la Pologne-Lituanie, qui annexe Kiev en 1362. Les Tatars se maintiennent dans la steppe pontique au nord de la mer Noire et en Crimée, toutefois de 1382 à 1484, le Grand-Duché de Lituanie atteignit la mer Noire du côté d'Ossak, ou Otchakiv, vers l'actuelle Odessa. La Lituanie prit le contrôle de la Volhynie au nord-ouest de l'Ukraine, y compris les régions autour de Kiev. Quant à la Pologne, elle prit le contrôle de la Galicie. Plus au sud la principauté de Moldavie était sa vassale, plusieurs citadelles et régions alors moldaves sont aujourd'hui ukrainiennes. Dans ces régions du nord-ouest, outre les Ukrainiens que l'on nommait à l'époque Roussins, Ruthènes, le pays comptait des Polonais, des Moldaves, des Allemands, des Arméniens, des Juifs et des Russes. À mesure que les Tatars perdaient du terrain, nombre de villes et villages furent fondés. La noblesse d'Ukraine occidentale fut souvent polonisée. La législation polonaise est introduite en Ukraine occidentale en 1434. Si la Pologne mène une politique relativement tolérante vis-à-vis de l'orthodoxie, elle favorise cependant le catholicisme qui progresse dans les territoires occidentaux de l'actuelle Ukraine. L'influence polonaise pénètre plus lentement dans les territoires relevant du Grand-Duché de Lituanie, et l'orthodoxie y garde sa prédominance. Pourtant, les rapports de force au sein de l'État polono-lituanien tournent à l'avantage des Polonais. L'union de Lublin de janvier 1569 consacre le triomphe de la Pologne. La Lituanie perd la plus grande partie de ses possessions ukrainiennes, Podlachie, Volhynie, Podolie, région de Bratslav et de Kiev. La noblesse de ces régions se polonise et se convertit au catholicisme. Une partie du haut clergé orthodoxe est tentée par le rapprochement avec Rome. Le métropolite de Kiev et une partie du haut clergé, en réaction contre les interventions réformatrices du patriarche de Constantinople, se rallient à Rome lors du concile de Brest en 1596. L'union de l'église de la rue, de Kiev avec Rome, forma l'église grecque catholique ukrainienne faisant partie des Uniates. C'est durant cette domination lituano-polonaise, à partir du XVe siècle, que se formèrent les Cosaques, des paysans ruthènes orthodoxes qui refusaient la servitude et l'assimilation aux Polonais catholiques. Le royaume de Pologne les tolère et les utilise contre les Tatars, puis à partir du XVIe siècle, contre les Turcs ottomans, devenus suzerains des Tatars de Crimée. Le clivage entre le nord-ouest, orthodoxe mais d'influence polonaise et lituanienne, c'est-à-dire occidentale, et le sud-est soumis aux Tatars et aux Ottomans, puis conquis et colonisé par l'Empire russe, se retrouve jusqu'à aujourd'hui dans la structure politique du pays. Le nord-ouest vote plutôt pour les pro-européens et se méfie de l'influence russe, tandis que le sud-est vote plutôt pour les pro-russes, se méfie de l'influence occidentale,
souvent assimilé au fascisme depuis la Seconde Guerre mondiale, et peut même se soulever contre le pouvoir de Kiev lorsque ce dernier se rapproche de l'Ouest. À la suite de la révolution paysanne anti-féodale, 1648 à 1654, connue dans l'histoire comme Melnichina, la partie orientale de l'Ukraine s'émancipe du pouvoir lituanien et se constitue en État autonome de caste cosaque, le hetmanat cosaque, administré par les chefs cosaques et dirigé par un hetman élu, est établi et perdure pendant plus d'un siècle malgré la pression des envahisseurs moscovites attirés par les terres riches et fertiles. À la suite du traité d'Androusovo, il est partagé en deux, une partie est placée sous le protectorat de la République des deux nations, l'autre sous un protectorat moscovite qui perdure pendant plus d'un siècle. Le territoire des Cosaques Zaporog de la Sich est tout d'abord cogéré par les deux souverains. Catherine la Grande, impératrice de Russie, supprime le hetmanat au milieu du XVIIIe siècle et détruit la Sich dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Le partage de la Pologne lui permet de récupérer pratiquement toute la rive droite du Dniepr, à l'exception de la Galicie, passée sous administration de l'Autriche, laquelle deviendra en 1867 l'Empire austro-hongrois. Les grandes steppes incultes du sud en Nouvelle-Russie sont colonisées par des paysans venus de tout l'Empire, mais aussi d'Allemagne, notamment les Ménonites ou de Hollande, appelés par l'impératrice en échange de privilèges fiscaux. Le port d'Odessa, dont le nom a été choisi d'après celui d'Ulysse, gouverné au début par le duc de Richelieu, est fondé à cette époque teintée de retour aux sources grecques, taurides, chersonèses. La culture ukrainienne connaît une renaissance au milieu du XIXe siècle, en parallèle avec le mouvement régionaliste à la même époque en Europe. Ce mouvement est concentré dans les régions de la Ruthénie, de la Volhynie ou de la Podolie et autour de Zaporogié. C'est alors qu'apparaît de plus en plus le terme d'Ukraine, Ukraina signifiant à la marche, terme employé surtout dans la langue ecclésiastique depuis le XVIe siècle, relancé par les intellectuels à la fin du XIXe siècle. Le pouvoir impérial russe officiellement ne connaît pas ce terme d'Ukraine. Il ne forme dans les territoires de l'actuelle Ukraine, comme partout ailleurs dans l'Empire, à l'exception du Grand-Duché de Finlande traité différemment, que différents gouvernements ou provinces, tels que gouvernement de Kiev, gouvernement de Tchernigov, gouvernement d'Ekaterinoslav, gouvernement de Kherson, etc. Au sein de plusieurs entités, Petite Russie, Nouvelle Russie, correspondant en partie aux territoires enlevés à l'Empire ottoman, partie de la Bessarabie, etc. En 1876, l'Empire interdit la langue ukrainienne dans les écoles, et la limite dans les journaux et la littérature. Cette limitation provoque en retour une revendication idéologique qui permet de comprendre l'opposition linguistique actuelle. Les différentes formes d'ukrainien ne sont plus parlées que par une frange de la paysannerie et certains cercles cultivés de régionalistes, instituteurs, universitaires, et ecclésiastiques. De grandes villes sont fondées sous l'Empire russe, comme Odessa, port cosmopolite à forte minorité juive, mentionné plus haut et Ekatérinoslav, Sébastopol, qui accueille des migrants de tout l'Empire, et même d'Europe centrale, de la Pologne autrichienne ou d'Allemagne. En 1892, Kiev compte près d'un demi-million d'habitants. En effet, après l'abolition du servage en 1861, l'industrialisation provoque un exode rural de paysans russes, ukrainiens, ruthènes, dans les nouveaux centres industriels. Le négoce se développe parallèlement avec l'extension du chemin de fer et cette grande marche vers le sud et l'ouest. Après la révolution de février, qui met fin à l'Empire en 1917, l'Ukraine est brièvement indépendante jusqu'en 1920, mais la Rada ne parvient pas à contrôler efficacement le territoire, envahi d'abord par les Allemands, puis à leur retrait, devenu champ de bataille entre le parti bolchevique, les Russes blancs et les forces de la Triple Entente. Le 4 mars 1917, la plupart des partis politiques s'accordent pour former la Rada ukrainienne centrale. Le 17 mars, alors qu'il est toujours à Moscou, Mikhailo Hrushevski est élu président de la Rada centrale. Sous son impulsion, l'Ukraine proclame son autonomie le 10 juin 1917. En tant que chef de l'USDRP, Volodymyr Vinnytchenko est choisi comme un des deux vice-présidents de la Rada centrale, puis comme le premier président du secrétariat général de la Rada centrale du gouvernement autonome de l'Ukraine. Le 20 novembre 1917, soit 13 jours après que le parti bolchevique russe a renversé le gouvernement social-démocrate de Saint-Pétersbourg, alors capitale de la Russie,
la Rada ukrainienne centrale proclame la République populaire d'Ukraine et sa séparation de la Russie. L'indépendance totale de l'Ukraine est confirmée le 22 janvier 1918, et Mikhailo Hrushevski est élu officiellement président de la République populaire ukrainienne le 29 avril. Pour combattre l'armée rouge qui contrôle alors une partie de l'Ukraine, la Rada centrale cherche le soutien des Allemands qui organisent un coup d'État et renversent le gouvernement de Vinnytchenko, mettant à sa place Pavlos Skoropadsky, qui le 29 avril 1918, soit le jour même de l'élection de Mikhailo Hrushevski à la présidence de la République, est proclamé hetman de l'État ukrainien, Ukrainska Держава. À la fin de 1918, les Alliés interviennent dans le sud de l'Ukraine pour soutenir les Blancs de Dénikine dans la guerre civile russe. Odessa, Sébastopol et d'autres localités côtières sont occupées par les Français, mais l'intervention tourne court en raison du manque de moyens engagés et de l'hostilité de la population. L'Ukraine est alors envahie par l'armée rouge et ramenée dans le giron soviétique. L'ancien grenier de l'Empire russe, devenu une république socialiste soviétique, ravitaille les centres urbains soviétiques. Le 30 décembre 1922, l'Union des républiques socialistes soviétiques naît du traité qui réunit la RSFSR, la Biélorussie, l'Ukraine et la Transcaucasie. Dans le conflit qui oppose les communistes du centre et les partis communistes nationaux, c'est le centre qui l'emporte et impose une fédération. Quand Staline déclenche sa révolution industrielle vers la fin des années 1920, l'Ukraine devient l'une des sources indispensables de son financement. Les années d'industrialisation sont marquées par la construction de ce qui est à l'époque la plus grande centrale hydraulique d'Europe sur le Dniepr, ce qui contribue à l'électrification de la République, ainsi qu'une importante mise en valeur du grand bassin minier et métallurgique, le Donbass, déjà exploité depuis la fin du XIXe siècle. Après une brève période d'ukrainisation, politique dite d'indigénisation, korénisatia, dans les années 1920, se traduisant par le retour à l'ukrainien dans les publications, la réouverture des écoles et des universités avec un enseignement en ukrainien et la promotion des cadres nationaux, Staline ne ménage pas les efforts pour réprimer le moindre signe d'un réveil nationaliste ukrainien, interprété comme un rejet du pouvoir bolchevique et une menace à l'intégrité de l'URSS. Entre 1931 et 1933, une série de famines et l'intensification de la dékoulakisation frappent l'Union soviétique et ravagent particulièrement l'Ukraine, alors que cette région était la plus fertile de toute l'URSS. Entre 2,615 et 5 millions de personnes meurent des suites de cette famine. Le Parlement européen a reconnu dans une résolution de 2008, l'Holodomor comme un crime effroyable perpétré contre le peuple ukrainien et contre l'humanité. Les Ukrainiens l'appellent Holodomor ou l'extermination par la faim, mais les adversaires de la thèse du génocide affirment que l'État communiste n'a jamais voulu provoquer intentionnellement ces famines, qui auraient frappé les peuples soviétiques sans distinction de nationalité, et qui sont parfois utilisées aujourd'hui comme instrument idéologique contre le voisin russe. Des exécutions et des déportations d'Ukrainiens accusés de nationalisme sont organisées durant les purges staliniennes de 1937 à 1939, plusieurs millions d'Ukrainiens sont exécutés ou envoyés vers des camps de travail soviétiques, comme le sont aussi tous les suspects de nationalisme dit bourgeois, les Russes en premier. En outre, le marxisme-léninisme appliqué par le Kremlin prône l'athéisme d'État et s'attaque aux symboles religieux, détruisant les églises et les cathédrales de toute l'URSS et des millions de croyants en majorité orthodoxes, mais aussi d'autres obédiences chrétiennes, sont envoyés au goulag. De même l'islam est étouffé. À l'été 1941, l'Ukraine est envahie par les armées allemandes. À leur arrivée, les Allemands sont reçus en libérateurs par une partie de la population ukrainienne, surtout par la population de la partie de la Pologne envahie par Staline en 1939 puis intégrée à l'Ukraine. Mais, au fur et à mesure de leur progression vers l'est du pays, et notamment en raison des mauvais traitements infligés à la population, les occupants allemands rencontrent une forte résistance de la part de la population locale, laquelle perdure jusqu'au retour des soviétiques en 1944. En représailles, les Allemands traquent les partisans, et brûlent des centaines de villages et des milliers de maisons avec leurs habitants. La population juive d'Ukraine est anéantie par l'application de la solution finale. Le 28 avril 1943, le haut commandement de la Wehrmacht annonce la création de la division SS Galicie constituée de volontaires ukrainiens,
les historiens estiment que plus de 220 000 Ukrainiens se sont engagés aux côtés des forces allemandes durant la Seconde Guerre mondiale pour combattre le régime soviétique. Le 26 juin 1945, l'Ukraine devient l'un des membres fondateurs de l'ONU, en y obtenant, en soulignement de son rôle dans la victoire sur le nazisme, avec la Biélorussie, une place distincte de l'URSS. Cette disposition particulière permet à l'Union soviétique de bénéficier de voix supplémentaires dans les votes de l'Assemblée générale de l'ONU. En 1954, le premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique, Nikita Khrouchtchev, qui a passé sa jeunesse en Ukraine, transfère la péninsule de Crimée à la République soviétique socialiste d'Ukraine pour marquer le 300e anniversaire du traité de Pereyaslav, marquant l'union entre la Russie et les provinces formant l'Ukraine d'alors. C'est seulement vers 1989, que la libéralisation du régime soviétique et la libération des détenus politiques permettent aux Ukrainiens de s'organiser pour défendre leurs droits à la souveraineté. En 1989, le mouvement national ukrainien, RUK, est créé. Lors des élections de mars 1990, les partis ukrainiens du bloc démocratique obtiennent alors environ 25% des sièges au Parlement. À la suite du refus du gouvernement Yanukovych de signer des accords de rapprochement avec l'Union européenne, le renforcement du mouvement Euromaïdan provoque un renversement du pouvoir. Très rapidement, une crise éclate entre les territoires majoritairement russophones du sud-est du pays et le nouveau pouvoir central de Kiev. Le 11 mars 2014, la Crimée proclame son indépendance, puis à la suite d'un référendum est rattachée à la Fédération de Russie le 18 mars. Ce référendum et le rattachement qui a suivi, ont été condamnés par l'Ukraine et une large part de la communauté internationale. Ainsi, le 27 mars 2014, l'Assemblée générale de l'ONU a voté la résolution 68-262e sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, la majorité des pays condamnant le rattachement de la Crimée à la Russie, 100 pays dont les États-Unis et l'UE. Une guerre civile, dite guerre du Donbass, éclate ensuite dans l'est de l'Ukraine majoritairement russophone, qui entraîne plus de 10 000 morts. L'Ukraine est la cible de cyberattaques, dont le but est de réduire la légitimité du pouvoir ukrainien et tester de nouvelles cyberarmes, perturbant également l'économie. Les cyberattaques ont pu notamment arrêter des centrales nucléaires et empêcher les distributeurs de billets de fonctionner. Parmi les attaques, NotPetya, un logiciel malveillant, aurait affecté 70 à 80% des ordinateurs des grandes entreprises. Bien que NotPetya ait été utilisé par la suite pour créer des attaques mondiales, d'après Microsoft, la première infection a eu lieu en Ukraine. Lors de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle en 2014, la principale chaîne de télévision, victime d'un piratage, a annoncé des résultats erronés. En 2016, l'OSCE, une organisation chargée notamment d'observer le cessez-le-feu en Ukraine, a été la cible d'une attaque de grande ampleur attribuée à Moscou. L'OSCE est le seul acteur indépendant capable de documenter des exactions ou de vérifier si les promesses faites par Kiev, les pro-russes ou le Kremlin sont mises en application. Alors que le conflit dans la région du Donbass semble se transformer en conflit de basse intensité, depuis le début des combats près d'1,5 million de personnes ont été déplacées, 850 000 à l'intérieur de l'Ukraine, 600 000 en dehors, dont 350 000 vers la Russie et 250 000 vers les pays de l'Union européenne. Le 23 janvier 2022, Joe Biden, président des États-Unis, ordonne aux familles de diplomates américains de quitter le territoire ukrainien en raison des fortes tensions avec la Russie, évoquant la menace persistante d'une opération militaire russe. Le 21 février, le président russe Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, et ordonne à ses troupes de se rendre dans ces parties de l'est de l'Ukraine, dans le cadre de ce que le Kremlin qualifie de mission de maintien de la paix. Et le 24 février, la Russie procède à des bombardements par missiles de croisière et balistiques sur plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, et les troupes russes au sol pénètrent sur le territoire ukrainien. C'est le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.